municipale. Donc je vous propose Antoine Fouan comme secrétaire de séance, qui est pour. Merci. Antoine, si vous voulez bien, si tu veux bien, procéder à l'appel. Je veux pas. Un jour, je dirai non. Hélène Rougolen. Marie-France Lefort. Daniel Gouéran. Marie-Dominique Bagous. Jean-Paul Blais. Procuration Madame Lefort. Marielle Veuillet. Yoann Michelozzi. De nous téléphoner dans les embouteillages, je pense qu'il va arriver. Guillaume Volant. Dominique Chêne. Gaël Barthélemy Lassène. Michel Liotto. Françoise Comeauque. Joël Elbanet. Nicole Ferréhout. Michel Giraud. Sonia Marcelli. Alvan Zakaria. Il va être en retard aussi et il a donné pour l'instant procuration à Marielle Veuillet. Audrey Bonnet. Philippe Dier. Françoise Caillol. Fatma Toua Clément. Procuration à Audrey Bonnet. Présent. Emmanuel Butavant. Jean-François Dubuis. Agnès Pellen. Marc Lévy. Christophe Neuville. Arlette Parola. Exceptionnellement, avant de vous lire les décisions, pour essayer de libérer le plus vite possible le bureau d'études qui a fait le travail sur la précarité énergétique, si cela convient à tout le monde, on va commencer par ça. Donc on va avoir un petit compte rendu sur la précarité énergétique afin de libérer le bureau d'études qui a bien voulu se déplacer à 19h. C'est bon? On peut y aller? Allez, on commence par ça. Donc, dans le cadre de notre démarche Agenda 21, le CCAS avait demandé une étude, que soit faite une étude, c'est-à-dire améliorer la communication sur les économies d'énergie. Donc, on a demandé un diagnostic précarité énergétique. Alors, on le présente en séance publique parce que c'est un diagnostic qui a été financé par la mairie de Fuveau. Je voulais aussi remercier donc les membres du CCAS qui sont là ce soir, donc les membres élus du conseil municipal, mais aussi les membres nommés du conseil municipal. Laure Pizet va vous faire une présentation sur le diagnostic de territoire de la précarité énergétique. Donc là, j'ai remis à Monsieur Dubus donc le rapport que Laure nous a remis à nous aussi ce soir concernant la précarité énergétique. À la suite de ce diagnostic, des pistes vont émaner donc de l'association Écopole Énergie. Bien sûr, ces pistes elles seront étudiées en CCAS suite à ce diagnostic. Je vais essayer de parler assez fort pour que tout le monde m'entende. J'ai pas de micro et ça va être compliqué pour moi de enregistrer un micro. Tout le monde m'entend comme ça? Ça vous va? Oui. Non? Ok. Donc, comme vous le disiez, Marielle Veuillet, on nous a commandé un diagnostic de la précarité énergétique sur la commune de Fuveau que je vais vous présenter rapidement. Et pour plus d'informations, parce que ça reste une présentation, je vous conseille de regarder le rapport écrit qui est beaucoup plus complet. Donc pour rappel, ce diagnostic, il a pour objectif de décrire la situation de la précarité énergétique sur Fuveau, afin de pouvoir savoir qui est en précarité énergétique et comment on peut aider ces personnes-là.
Dans ce diagnostic, on s'est attaché au-delà des chiffres statistiques qu'on pouvait avoir, qui sont principalement issus des données INSEE, on s'est attaché à rencontrer les acteurs du territoire pour avoir aussi leur point de vue, savoir comment ils travaillaient, savoir quels étaient les dispositifs qui marchaient moins et comment on pouvait améliorer les choses. Je vais ensuite vous référencer l'ensemble des dispositifs qui sont mobilisables aujourd'hui sur la commune de Fuveau et enfin vous proposer des pistes d'action pour améliorer ces dispositifs. Quand je parle de dispositifs, il s'agit de dispositifs qui vont du national au local, c'est-à-dire que toutes les institutions proposent des aides pour lutter contre la précarité énergétique et elles sont pas toujours faciles à comprendre. Donc ma présentation, dans un premier temps, va s'attacher à savoir ce que c'est que la précarité énergétique, qu'est-ce qu'on entend par là. Ensuite, on se fera un point sur la réalité de Fuveau. Je vous présenterai ensuite le point de vue des acteurs de Fuveau et les dispositifs mobilisables par tous et les pistes de réflexion. Donc quand on parle de précarité énergétique, c'est pas toujours évident comme concept. La France, via le Grenelle de l'environnement en 2010, a donné une définition qui dit que toute personne ayant des difficultés particulière pour disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires est en précarité énergétique. Comprenez par là que toute personne qui ne parvient pas à payer ses factures, quelle que soit la raison, parce que son bâti est de mauvaise qualité thermique ou parce que ses ressources sont insuffisantes, est considérée comme en précarité énergétique. Donc cette définition comprend les gens qui ne se chauffent pas, les gens qui sont en inconfort, qui ont froid chez eux, et les personnes qui ont des difficultés à payer. Je vous parle de cette définition parce qu'il y en a une deuxième qui vient plus des pays anglo-saxons, qui dit que, étant précarité énergétique, toute personne qui dépense plus de 10% de ses revenus dans l'énergie. Cette définition anglaise, qui est aussi a priori la définition que retient l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, elle parle de taux d'effort énergétique et du coup cette deuxième définition exclut toutes les personnes qui ne se chauffent pas par peur de la facture. Donc malheureusement les dispositifs nationaux s'orientent plutôt vers la deuxième définition. Ça veut également dire que des personnes qui gagnent très très bien leur vie mais qui ont des factures très très importantes pour des raisons ou d'autres sont également considérées comme en précarité énergétique. Et du coup, ça exclut toutes les personnes qui ne se chauffent pas par peur de la facture. Il est important pour moi de vous présenter ces deux définitions parce que du coup, ce ne sont pas du tout les mêmes profils de ménage que l'on retrouve dans l'une ou dans l'autre des définitions. Si je m'attarde sur la première définition qui disait qu'à partir du moment où on a des difficultés à se fournir en énergie pour satisfaire ses besoins, les profils des ménages qui émanent de cette définition sont plutôt des locataires en milieu urbain, vivant dans des logements collectifs et dans des immeubles datant de 49 à 75. Si on s'attache sur la deuxième définition, on va retrouver plutôt des personnes âgées qui vivent en milieu rural, dans des logements individuels et qui sont propriétaires de leur logement. Les dispositifs que je vous présenterai à la fin de ma présentation, vous allez voir que du coup, en France, on est plutôt sur un profil propriétaire-occupant parce qu'il est évidemment plus facile pour un propriétaire-occupant d'engager des travaux dans son propre logement plutôt que un locataire qui doit faire valoir des travaux dans son logement via son propriétaire bailleur. Juste pour bien comprendre aussi ce que c'est que la précarité énergétique et pourquoi on n'est pas tous égaux face à ces difficultés-là, c'est qu'on a sur ce petit graphique 25 ans de budget énergie, enfin dépenses contraintes liées au logement. Dépenses contraintes liées au logement, c'est tout ce qui est loyer, charges énergétiques, taxes liées au logement, etc. Toutes ces dépenses ont augmenté pour les ménages les plus faibles de 24% en 25 ans, alors que les ménages plutôt aisés, si on regarde le dernier décile, les hauts revenus, leur part de la facture, leur part de dépenses contraintes liées au logement a très très peu évolué et reste quand même aujourd'hui bien en dessous de ce que les ménages modestes, les plus fragilisés, ont comme dépenses.
Donc les trois principaux facteurs de la précarité énergétique, pour revenir à mes définitions, elles sont complexes, elles font intervenir pas mal de critères. Principalement une situation économique faible, donc il va avoir des répercussions sociales, c'est que du coup les personnes qui ont de faibles ressources et qui ne parviennent pas à se chauffer suffisamment vont avoir plutôt un repli sur eux-mêmes, des difficultés sociales et des difficultés de santé. Le deuxième facteur qui peut faire qu'on tombe en précarité énergétique, c'est l'état thermique du bâti, enfin la qualité thermique du bâti, qui fait que si on a un logement, une passoire thermique, comme on appelle chez nous, on a beau faire tout ce qu'on peut et tout ce qui va bien, si le logement est mal isolé, il restera inconfortable et très difficilement chauffable. Et enfin, le dernier facteur qui fait qu'on peut être en précarité énergétique et qui va augmenter le nombre de précaires énergétiques, c'est le coût de l'énergie, qui, quand on regarde les prévisions de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, on a fort à penser que la situation va largement s'empirer, puisqu'ils nous font, dans les visions les plus pessimistes, 30% d'augmentation d'ici 2-3 ans du coût de l'énergie. Et sachant qu'en France, on a l'énergie la moins chère d'Europe. Donc on va s'attacher plutôt à regarder la situation à Fulvo. Quelques chiffres pour bien cerner Fulvo. Donc là, on n'est pas du tout sur les chiffres précarité énergétique, mais plutôt sur une typologie. Alors je m'excuse pour les chiffres parce qu'ils commencent à dater. Malheureusement, l'INSEE ne remet pas très très vite à jour leurs chiffres. Donc on est principalement sur des chiffres qui datent de 2012. 2013, le dernier recensement disponible. Quand j'ai pris des chiffres plus récents. Malheureusement, c'est pas toujours évident. Donc à Fulvo, on recensait 4171 logements, dont les 3 quarts sont des maisons individuelles, un quart de maisons d'habitat collectif. Et sur ces 4171 logements, il y a à peu près 3800 résidences principales. Le reste étant du logement vacant, des résidences secondaires et voilà. Le statut d'occupation, donc c'est important pour les dispositifs que je vais vous présenter après, parce qu'ils sont quand même largement orientés. On a majoritairement des propriétaires, quelques locataires, enfin un quart de locataires, on est à peu près sur la même proportion que sur maison-appartement, et quelques logés gratuits. Logés gratuits, c'est les chiffres initiaux. Les familles les plus fragiles sur Fulvo comme ailleurs, il n'y a pas de spécificité Fulvo, ce sont les familles monoparentales, puisqu'elles doivent supporter à un salaire des charges pour plus de monde qu'une personne. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul salaire qui fait vivre l'ensemble de la famille. Donc on a entre 2008 et 2013, la monoparentalité a augmenté de 45% à Fulvo. Les deuxièmes familles les plus touchées sont les familles à bas revenus. Donc la notion de bas revenus est une notion c'est un indicateur de la CAF qui est fait pour prioriser les aides. Et grosso modo est considéré à bas revenus quand on est à 60% des revenus médians des Français. Je vais vous sortir le chiffre tout de suite parce que ça m'avait été demandé. Le revenu médian, donc je vous donne en 2012 pour garder une cohérence. Le revenu médian en France est de 1645 € par mois, et donc 60% de ce revenu médian, on est à 987 €. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de familles à bas revenus qui augmente et qui a tendance à augmenter quand même sur toutes ces années. Ensuite, les familles fragiles sont également, ce qu'on a dit tout à l'heure, les jeunes de moins de 30 ans, dont le référent fiscal est de moins de 30 ans, et les personnes âgées, dont le référent fiscal de plus de 75 ans. Donc ça, c'est par rapport au profil qu'on a vu tout à l'heure. Les jeunes étant principalement logés dans des logements vétustes et locataires, et les personnes âgées qui n'ont pas forcément les moyens de rénover des logements anciens. Et donc les locataires qui sont vulnérables.
On va s'attarder un peu plus sur les qualités thermiques des logements. Je vous présente juste ce petit graphique pour bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par qualité thermique et c'est quoi les périodes de construction, parce que je ne vais vous parler que de périodes de construction. C'est-à-dire que jusqu'à 1930, les logements étaient construits plutôt en fonction des rigueurs du climat et c'était acquis par les constructeurs qu'on construisait avec les matériaux du coin. Il y a eu une période de flottement qui a été la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire massivement. On est arrivé dans la construction béton qui a fait que les logements thermiques sont d'assez mauvaise qualité. Jusqu'en, on va dire, 75, qui est la date de la première réglementation thermique, où on a commencé à prendre en compte la qualité thermique des logements dans la construction. C'est la première, donc il faut bien commencer par quelque part, mais c'est jamais très ambitieux. Et la deuxième date de 88, je crois. Ça va être ça. Et donc à partir de 75, on commence à prendre en compte un peu plus les rigueurs du climat dans ce qui est construction et du coup de penser isolation et se prémunir du froid. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que les logements construits entre les années 1930 et 1975 ont potentiellement, si elles n'ont pas été rénovées, ces constructions ont de fortes chances d'être de pas très bonne qualité thermique. Voilà, les constructions. Donc, si on regarde à Fuveau les années de construction des différents logements, on s'aperçoit que dans les années entre 19... Pardon, je vais vous donner ça directement. Entre 1919 et 1970, on a à peu près 600 logements qui ont été construits. Et entre les années 70 et 90, on a 1220 logements. Je vais jusqu'à 90 pour ce que je vous disais, c'est que 75, c'est la première réglementation thermique qui n'est pas, qui est un début et que ça avance progressivement et doucement. Ce petit topo, il est fait également pour essayer de prioriser des actions, de ne pas vouloir tout mettre en œuvre d'un coup, c'est pas possible, et c'est fait pour prioriser des actions si on veut aller dans la lutte contre la précarité énergétique. Malheureusement, pour les modes de chauffage, on a très très peu de chiffres à notre portée, donc on a pris le parti de mettre quand même ce petit graphique sur le mode de chauffage qu'on pouvait trouver à Fuveau, tout en sachant que depuis les années 50 et un peu avant, la politique française veut que l'expansion du nucléaire en France fait qu'on a beaucoup misé sur l'électrique et qu'aujourd'hui on se rend compte que les chauffages électriques, s'ils ont moins de 5 ans, 10 ans pour être large, ils sont pas de bonne performance, ils sont très très consommateurs. Donc aujourd'hui, un logement qui est chauffé uniquement par des convecteurs électriques, on peut s'attendre à avoir de très très grosses factures à la fin du mois ou à la fin de l'année. Et donc on s'aperçoit qu'on a quand même en 2013 presque la moitié du parc à Fuveau qui est en logement électrique, en chauffage électrique. Et le parc potentiellement indigne, donc ça c'est encore un indicateur qui est à prendre avec quelques pincettes. C'est un indicateur qui est issu des fichiers des impôts, le Philocom. Donc ça dit bien ce que ça dit, c'est potentiellement indigne. C'est-à-dire qu'on se base sur les revenus des ménages, on se base sur l'année de construction et on essaye de sortir un chiffre qui dit potentiellement les gens en grande difficulté. Sur je vous ai rappelé le nombre de logements, donc on va partir sur les résidences principales. Sur les 3737 résidences principales à Fuveau, 243 sont déclarées dans le parc potentiellement indigne, parc privé potentiellement indigne, ce qui représente à peu près 511 personnes, ce qui représente 7% du parc à Fuveau. Donc, dans ce parc privé potentiellement indigne, quels sont les ménages qu'on retrouve le plus ? Quelle typologie de logements de ménages on retrouve le plus ? Ce sont des logements construits avant 49, ce qui représente 158 logements, des logements de moins de 75 mètres carrés,
et les ménages dont les personnes de référence ont plus de 60 ans. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la vulnérabilité des personnes les plus fragiles. On retrouve les personnes âgées dans des logements construits avant les années 50 et de taille moyenne. Il s'agit ici de chiffres basés sur des chiffres statistiques. C'est très très difficile on ne peut aujourd'hui pas donner de chiffres à l'adresse. On ne peut pas savoir que telle rue, que telle adresse, cette personne-là est en difficulté. On ne peut faire que du croisement d'informations. Donc ces chiffres-là, ils sont à prendre avec des pincettes. C'est pour prioriser les actions dans le cas où il y aura des actions. Donc on s'est attaché à rencontrer les acteurs de FUVO. On a rencontré 9 acteurs, donc je peux vous donner la liste si vous le souhaitez. Et ce qui ressort des acteurs, moi je vais quand même vous donner la liste. Donc dans les personnes rencontrées, on a rencontré le service social, donc l'adjointe aux affaires sociales et petite enfance, le CCAS avec Jacqueline Lebas, c'était Marielle juste avant, le service développement durable donc avec Lydia Repossi, la conseillère municipale à Maugre-Gilin, je ne vais pas tout faire, pardon, c'est Françoise Comhoc, la mairie de FUVO, donc le service urbanisme, la MDS de Gardanne qui était l'adjointe à la cohésion sociale, on a rencontré le bailleur social Logirem, l'entreprise ASD qui est une entreprise d'aide et services à domicile, donc on a rencontré son directeur, et la GAFPA, la responsable de secteur. Donc, ce qui ressort du point de vue des acteurs, c'est que aujourd'hui, quand il y a un ménage qui est repéré comme étant en difficulté liée à l'énergie, il est majoritairement renvoyé vers le CCAS. Ensuite, il a été évoqué aussi de renforcer la transversalité entre les services, notamment le service urbanisme et le service social. L'orientation vers les aides à la personne, qui est la priorité, une des premières réponses qui est apportée, et non pas une orientation vers des aides à la pierre. Ce qu'on appelle aide à la pierre, c'est les aides à la rénovation énergétique, donc aide sur le logement. Après, il s'est présenté aussi une méconnaissance des dispositifs. Alors, à la décharge de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, il est aujourd'hui extrêmement difficile de se tenir à jour juste sur les aides et les dispositifs qui sont mobilisables sur la précarité énergétique. C'est un boulot à plein temps, croyez-moi, pour savoir tous les dispositifs qui évoluent tout le temps, les critères d'éligibilité, c'est vraiment très très complexe. Et également un manque de connaissances sur la précarité énergétique, à se dire un petit peu démunis face à des situations qu'on ne maîtrise pas, et avec des réponses qui sont plurielles et on ne sait pas vers qui renvoyer. Et que finalement, ça relève d'aucun acteur en particulier, mais conjointement de tous les services qui doivent travailler ensemble, services communaux et extra-communaux évidemment. Donc voilà pour la rencontre avec les acteurs. Je pense que il y a des pistes de travail sur ce qui a été donné par les acteurs. Je vous présente rapidement les dispositifs qui sont mobilisables sur FUVO aujourd'hui. Donc on a différencié les aides à la personne et les aides à la pierre. Les aides à la personne, ce sont des dispositifs financiers qui permettent aux personnes de se sortir d'une situation à un instant T, mais qui ne sont pas du tout dans le préventif et dans la suite des événements. C'est qu'on vient apporter une aide maintenant et après on verra. Contrairement aux aides à la pierre qui, elles, permettent de faire de la rénovation énergétique et de solutionner le problème à la source, à savoir qu'est-ce qui fait que les gens viennent solliciter des aides. Donc dans les aides à la personne, on a les tarifs sociaux de l'énergie qui sont qui sont accordés par les fournisseurs d'énergie, c'est une obligation légale. Donc ça veut dire qu'ils ont des tarifs préférentiels sur l'énergie qui ne révolutionnent quand même pas les factures. Le Fonds Solidarité Logement, qui est géré par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui consiste à donner un chèque aux impayés d'énergie sur sollicitation via les travailleurs sociaux. Des aides sociales qui sont fournies par le CCAS et les associations caritatives. Grosso modo, c'est les aides financières qu'on peut trouver aujourd'hui sur FUVO.
En ce qui concerne les aides à la pierre et à l'accompagnement de travaux, j'insiste sur le terme d'accompagnement de travaux, puisque dans la majorité de ces dispositifs, on a des personnes qui sont dédiées à venir accompagner les occupants pour réaliser les travaux. Donc ça veut dire prioriser les travaux, dimensionner les travaux, faire des demandes d'aide auprès des organismes en question et s'assurer que les travaux ont bien été réalisés conformément à ce qui était prévu. Donc le programme phare de la lutte contre la précarité énergétique, c'est le programme Habiter mieux, qui est géré par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat et qui se décline sur les territoires par des programmes d'intérêt généraux, des PIG ou des OPA, des opérations programmées de l'amélioration de l'habitat. Sur le Conseil de territoire du Pays d'Aix, il y a un PIG, un programme d'intérêt général. Ça veut dire qu'il y a une équipe qu'on appelle un opérateur ANA qui est chargé d'accompagner les administrés du territoire du Pays d'Aix pour les aider et les accompagner dans la rénovation énergétique de leur logement. Donc ça, c'est le programme phare qui, à mon avis, mérite qu'on se mobilise pour que chaque administré soit au courant de ce programme. Il y a le programme Provence Éco-Rénov qui est tout nouveau, qui date de cet été, qui est mis en place par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui consiste à aider financièrement pour payer des travaux. Il y a l'éco-chèque du Conseil de territoire du Pays d'Aix. À chaque fois que c'est souligné, on pourra y revenir après dans les échanges qu'on pourra avoir. J'ai la présentation, enfin c'est un flyer de présentation si ça vous intéresse. Donc l'éco-chèque, c'est pareil, c'est une aide financière qui vient financer des travaux ou des installations énergétiques, qui est donc financée par le Conseil de territoire du Pays d'Aix. Et après, on va rentrer dans des dispositifs qui sont un petit peu plus compliqués à mettre en œuvre et un peu plus spécifiques. Le bail à réhabilitation, qui est principalement fait pour les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs, qui consiste le pacte récupère le bien immobilier, rénove tout ce qu'il faut, c'est pour des travaux très très lourds, donc ils rénovent le logement à leurs frais, le propriétaire devient locataire du pacte et ça ouvre droit aux aides au logement et le propriétaire qui est devenu locataire rembourse les travaux via cette aide au logement et à la fin du bail à réhabilitation qui court quand même sur plus d'une décennie, il redevient propriétaire de son logement. Donc le pacte, pendant tout ce temps-là, prend en charge tout ce qui est inhérent au logement, que ce soit les travaux, la taxe d'habitation, les charges énergétiques, enfin les charges, etc. Le dispositif propriétaire PASS, qui est mis en place par l'ALPA, qui est l'association... Oh, j'ai un trou. Merci. L'association pour le logement du Pays d'Aix. Le dispositif de l'ALPA, à mon sens, là où il est le plus pertinent, c'est pour les logements vacants, c'est-à-dire qu'il sécurise le propriétaire bailleur dans la location de son bien, donc ils le remettent en état de location. Quand on parle d'état de location, c'est en bon état de location, et ils sécurisent le propriétaire bailleur puisque c'est eux qui sont locataires et la personne qui est dans l'occupant est sous-locataire de l'ALPA. Et enfin, les C2E précarité énergétique, qui est mis en place par le ministère de l'énergie, de l'eau et j'ai un trou aussi, et de la mer. Alors, il y a environnement, énergie et mer, pardon. Les C2E précarité énergétique, c'est un dispositif qui oblige les fournisseurs d'énergie, ce qu'eux ils appellent les obligés, à mettre en place des programmes de lutte contre la précarité énergétique. Et ils valorisent ces dispositifs par des certificats d'économie d'énergie. C'est un mécanisme un peu particulier. Il y a des collectivités qui se lancent dans la valorisation des C2E, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, c'est la collectivité qui finance des programmes de lutte contre la précarité énergétique de tout type, que ce soit de l'information, de la sensibilisation, des programmes de travaux, etc. Ils récupèrent les C2E à leur compte et après ils les valorisent auprès de l'organisme en question pour les réattribuer en argent monétaire. Donc sur FUVO, ces dispositifs, comment ils fonctionnent? Pas toujours de manière optimale, c'est-à-dire que les éco-chèques du territoire du Pays d'Aix, par exemple pour CPA, il y a eu 33 demandes. Il y en a eu 18 qui ont été accordées. Je vous ai décliné les types
d'installations qui ont été financées par ces éco-chèques. Et le montant des aides accordées, il est autour de 7 500 €. Il y a un dispositif aussi qui n'est ni financier, qui est plutôt exclusivement de l'accompagnement. Ce sont les espaces info-énergie qui sont mis à disposition des collectivités et financés par l'ADEME et, en l'occurrence pour nous, le territoire du Pays d'Aix. Ces espaces info-énergie sont là pour renseigner les particuliers sur les travaux à faire, sur les aides qui sont mobilisables, et c'est déjà pas mal. Sur FUVO, l'espace info-énergie, sur une période de 6 ans, a eu 110 visites. 110 visites, il y a des personnes qui sont revenues plusieurs fois, donc on a comptabilisé 76 contacts uniques, 76 femmes ménages différents. Et enfin, le PIG-CPA, c'est ce que je vous disais sur le programme Habiter mieux de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Donc PIG, c'est le programme d'intérêt général. Il y a eu 3 contacts depuis 1 an. Donc c'est pour moi le programme phare qu'il faut mettre en œuvre. Il y a eu 3 contacts sur la CPA. Un PO, c'est un propriétaire occupant qui n'a pas donné suite. Un autre propriétaire occupant dont le dossier n'était pas recevable, puisque ce programme met certains critères d'éligibilité. C'est un plafond de ressources. Il faut être modeste ou très modeste. Et avoir un logement de plus de 15 ans. Et pouvoir faire 25% d'économie d'énergie sur le programme de travaux. Donc c'est un petit peu contraignant, mais largement réalisable. Donc celui-ci, en l'occurrence, n'était pas recevable. Et un propriétaire bailleur, PB, désolé pour les initiales, enfin pour l'acronyme, un propriétaire bailleur de 6 logements pour qui le suivi est en cours, qui sont des remises aux normes plus ou moins importantes sur ces logements. Et donc les pistes de réflexion pour mettre en place un plan d'action de lutte contre la précarité énergétique sur FUVO, ça serait, à mon sens, il faudrait... il y a plusieurs pistes d'action. Il ne s'agit pas forcément de tout mettre en place, mais bien de piocher selon les objectifs que la commune de FUVO a envie de se fixer, les moyens qu'elle a à sa disposition également, en termes humains et financiers. Mais il faudrait du coup communiquer sur les dispositifs existants, à savoir informer et former les acteurs de terrain, parce que du coup c'est quand même les acteurs de FUVO qui sont en première ligne pour recevoir les FUVOlins, et qu'un acteur qui n'a pas connaissance, alors non pas une connaissance fine, mais au moins une connaissance, je vais le tenir, je me casse le dos, au moins une connaissance partielle des dispositifs, ça me semble une chose importante pour orienter les gens. Donc ça peut être, après j'ai remis les deux ensemble, informer, former les acteurs et en dessous la population fuvolaine, parce que ça peut éventuellement se faire sur le même temps, avec des réunions publiques, avec des flyers, avec de l'information via le bulletin d'information municipale. Après il y a des choses qui peuvent se faire en face à face, au moins pour les administrés FUVO, sur les rendez-vous qui peuvent être pris soit au service urbanisme, soit au CCAS, quand on détecte quelqu'un qui est en difficulté sur l'énergie, d'arriver à lui suggérer au moins ces dispositifs et l'orienter vers les bonnes personnes. Ça peut être intéressant. De distribuer des flyers dans ces services-là. D'organiser des permanences énergie. Alors je reviens sur les permanences énergie 2 secondes. C'est que il y a quelques temps, l'espace info-énergie de Gardanne proposait des permanences énergie en partenariat avec le service urbanisme. Et malheureusement, ces permanences, elles étaient très très peu fréquentées. Donc au bout d'un moment, il a été décidé d'un commun accord que les gens seraient renvoyés directement à l'espace info-énergie et non pas sur une permanence délocalisée qui était preneuse en temps et en temps. Du coup, moi je suis convaincue que ces permanences, c'est une bonne chose pour les FUVOlins d'avoir un service dans leur commune ou qui ne nécessite pas de se déplacer, puisqu'aujourd'hui ce n'est plus Gardanne parce qu'il a disparu cet espace info-énergie, mais Aix-en-Provence, que ces permanences délocalisées sont un bon service à proposer aux administrés. Le tout, c'est de communiquer dessus et que les FUVOlins sachent qu'ils ont ce service à disposition. Je vais juste
compléter ce que dit Laure aussi par rapport à ce qui a déjà été fait quand même sur la commune, concernant les réunions d'information et les réunions publiques. Nous avons effectué, nous avons fait des essais là-dessus, notamment bien sûr avec l'espace d'info-énergie à l'époque de Gardanne. On avait fait des balades thermiques, on avait fait des réunions publiques où on invitait les gens sur justement de l'information par rapport à de l'aide à la rénovation, etc., etc. Et c'est vrai que ça fonctionne, ça a fonctionné plus ou moins. C'est-à-dire que la question de la mobilisation est toujours un gros point noir. Et des ateliers de rénovation aussi, qui ont eu lieu. Donc c'est vrai que là-dedans, il y a eu des essais. L'idée, c'est pas de laisser tomber tout ça parce que ça marche pas bien, mais on se pose des vraies questions quant à la mobilisation, de citoyenne. Quand on fait des réunions comme ça et qu'on essaye de faire en sorte d'informer. Voilà, je précise. Donc voilà pour tout ce qui est information et formation des acteurs et des populations. Donc pour reprendre ce que disait Lydia, proposer des ateliers d'information et de sensibilisation peuvent être intéressants pour les ménages, par exemple. Alors peut-être pas le faire à tout le monde, sans prioriser ou quoi que ce soit. Peut-être que ça peut être un service qui est proposé aux personnes qui viennent faire une demande d'aide, donc on sait qu'ils ont une difficulté liée à l'énergie, et du coup de mettre en place des ateliers. Pourquoi pas de les mutualiser éventuellement avec la MDS de Gardanne. La MDS, c'est la Maison départementale de la solidarité à Gardanne, qui propose aussi ce genre de service. Il y a des choses à mutualiser qui peuvent être intéressantes à mener. J'ai marqué accompagner les habitants qui souhaitent faire eux-mêmes des petits travaux d'amélioration. Et je me rends compte que du coup dans les dispositifs mobilisables, j'ai pas parlé de l'autoréhabilitation accompagnée, qui est un dispositif mobilisable sur FUVO. L'autoréhabilitation accompagnée, en 2 mots, ce sont les Compagnons Bâtisseurs, qui est une association sur Marseille, qui propose d'aider des locataires, donc c'est des ménages très modestes, le critère, qui leur propose de venir faire des travaux avec eux. Donc la condition sine qua non, c'est que l'occupant participe aux travaux. Il n'y a pas de statut d'occupation, on peut être locataire, on peut être propriétaire, il faut participer aux travaux. Donc c'est un dispositif qui marche très très bien pour les ménages les plus modestes qui ne peuvent pas rentrer dans des dispositifs où il y a un reste à charge travaux trop important. On a également réfléchi à passer du curatif au préventif. Curatif, paiement facture, préventif, rénovation du logement. Donc en informant et en orientant vers les acteurs de la rénovation, ce qui me paraît être le plus durable. Donc j'ai remis les opérateurs ANA. Donc il s'agit, opérateur ANA, c'est le PIG, le Programme d'intérêt général Habiter mieux, de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Aujourd'hui l'opérateur, c'est des marchés qui sont passés pour 3 ans. L'opérateur sur le territoire du Pays d'Aix, c'est Citémétrie pour les travaux classiques et du coup les compagnons bâtisseurs en autoréhabilitation, qui sont en autoréhabilitation accompagnée, qui sont très pertinents pour les ménages les plus modestes. Un mot aussi sur la plateforme de la rénovation. Donc c'est un dispositif qui est mis en place par le CPIE, qui aujourd'hui m'embauche, puisque Écopole Énergie n'existe plus, mais on est passé au CPIE. La plateforme de la rénovation énergétique s'adresse à tous les publics. Il n'y a pas de critères de ressources. Ménages modestes et non modestes. Le principe, c'est de pouvoir accompagner tout type d'administrés sur le territoire du Pays d'Aix en le conseillant et en l'orientant au plus juste. Le problème, c'est que aujourd'hui, il faut se déplacer physiquement ou par téléphone. Premier trimestre 2017, on va mettre en place une plateforme numérique qui permettra à tout un chacun de s'enregistrer, de pouvoir être mis en relation avec des artisans, avec les services financiers, bancaires, avec les opérateurs de la précarité énergétique, donc Citémétrie, les compagnons bâtisseurs et la DIL, ne l'oubliez pas, et d'apporter un réel service sur toutes ces questions qui ne sont pas forcément faciles à organiser. Après, pourquoi pas réfléchir à apporter une aide communale sur des travaux énergétiques. Il y a des communes qui le proposent. Et enfin, pour mettre en place tout ça, il paraît indispensable, donc ça vient à la fin, mais ça devrait venir en début pour vous, de prioriser les actions à mettre en place. Tout n'est pas faisable en un jour ni en une année.
Donc de définir des priorités afin de décliner un plan d'action opérationnel. Donc en regard des publics qu'on a envie de toucher ou des travaux qu'on a envie de réaliser sur la commune, de prioriser sur les dispositifs qui sont le plus à même d'y répondre. Dans le rapport, c'est pas forcément très très clair dans ma présentation. Dans le rapport, quand j'indique sur sur les chiffres statistiques de la précarité énergétique, j'ai essayé de poser le dispositif qui correspondait au mieux en fonction de ce qu'on abordait. Donc vous aurez plus d'éléments sur le rapport écrit. Mettre en place un plan d'action de lutte contre la précarité énergétique, ça demande de structurer les acteurs pour qu'il y ait une réponse cohérente qui soit apportée. Et ça demande de l'évaluation pour savoir si les actions qui ont été mises en place portent leurs fruits ou pas, et de manière à ce que si elles ne portent pas leurs fruits, pouvoir les réorienter et savoir où on va. Donc après, je vous ai mis des exemples de types d'évaluation, de critères d'évaluation qui sont possibles. Il y en a plein d'autres, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Voilà, j'en ai fini. Juste encore pour terminer une intervention, mais un lien avec l'agenda 21. Laure l'a dit, cette fiche action que nous avons dans notre programme traitait uniquement comment informer les habitants sur les économies d'énergie. Elle nous l'a expliqué tout à l'heure, ces dispositifs changent tout le temps, c'est très 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 dur de les réactualiser, etc. Donc cette plateforme qui va être mise en route, on espère qu'elle pourra répondre à cette question-là. Par contre, l'idée avec ce diagnostic de précarité qui vient de vous être présenté, ça serait de se dire comment on peut aller peut-être plus loin que la simple information, ou comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette fiche action Agenda 21, puisque de toute façon, si on essaie de créer un document qui centralise toutes les aides, au bout d'un an, elles ne sont pas forcément toutes d'actualité, elles ont changé. Et donc voilà, du coup, il nous a semblé plus pertinent d'essayer de nous orienter autrement par rapport à cette fiche, donc une fiche qui évoluera sans doute. Voilà. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Moi, je tenais surtout à remercier Madame pour son exposé. Et le fait d'avoir pu le présenter là, je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est aussi l'objet du conseil municipal d'échanger sur ce genre de sujet. Si j'ai bien compris, les propositions elles seront discutées lors du CCAS, donc on compte sur vous pour en retenir des choses importantes. Mais au moins cet échange-là, il est important au conseil municipal, et donc si on peut récupérer ce document-là, qui est très bien fait, y compris avec le rapport, mais c'est pas mal d'avoir un document synthétique qui rassemble les éléments. Je trouve qu'il y a plein d'informations qui sont intéressantes là-dedans, même si vous le dites effectivement, je pense que c'est issu de données statistiques, et il faut être vigilant par rapport à ça, et ça fait le lien avec la question que j'ai un peu là-dessus. Moi, ce que je perçois là-dedans, c'est que finalement, la question de fond, c'est une question du relais de proximité auprès des habitants, quoi. On s'aperçoit qu'on est capable de sortir des chiffres, des choses comme ça, mais si on n'est pas proche des associations caritatives qui sont, elles, proches des gens chez eux et qui s'aperçoivent effectivement de ces difficultés de précarité énergétique, on n'arrive pas, entre guillemets, à relayer cette information-là. Donc il faut déjà la connaître, vous aviez bien dit, mais après il faut être capable de la relayer au plus près. Et je pense qu'on a vu que ce genre des réunions publiques, par exemple, qui disent venez tous, on pourra faire quelque chose pour votre logement, finalement les gens qui sont concernés, ils viennent pas forcément. Il y a peut-être des gens d'autres qui sont intéressés, des observateurs, d'informations, c'est enrichissant, etc. Mais on va peut-être pas toucher le bon public. Et c'est ça qui est important, d'essayer de trouver les bons relais. Moi, j'ai un exemple où j'ai pas vu, par exemple, dans les dispositifs, on voit qu'il y a plein de choses, mais une des difficultés d'une personne, c'est qu'elle n'arrivait pas à avancer l'argent que lui demandait la société de paiement, parce que, en fait, c'était des relevés faits à partir d'estimations et pas du réel, et donc la société surestimait, entre guillemets, le montant. En plus, elle s'était gourée dans les chiffres. Et donc, finalement, la personne se retrouvait à plus être capable de payer sa facture, en difficulté avec l'entreprise. Et elle avait commencé à plus payer ses factures et à prendre un chauffage d'appoint au fioul à côté, qui enfumait son appartement avec des risques toxiques, vous voyez. Et donc, c'est sur ce genre de choses mais parce qu'il y a de la proximité, si vous êtes au courant de ça, là, vous pouvez commencer à agir avec la société pour retrouver un moyen de payer le juste prix. Et puis après, avec les relais de CCAS, commencer à dire, là, je peux relayer, et je peux essayer d'apporter de l'aide à cette personne. Mais je pense que la donnée fondamentale là-dedans, c'est le relais. En fait, c'est la connaissance du terrain et le relais. Donc tout est basé là-dessus. Là-dessus, je pense que le travail à faire, il est peut-être là. Voilà.
complémentaire, effectivement, merci. Merci également pour votre intervention. Vous l'avez dit, l'une des causes, c'est la qualité du bâti. Alors effectivement, dans le parc privé, c'est compliqué d'agir. Est-ce qu'on a une possibilité d'avoir un état des lieux relativement exhaustif sur le parc public? Je pense aux logements sociaux. Est-ce que l'on sait aujourd'hui, sur les logements sociaux qui sont sur la commune, quels sont ceux qui nécessiteraient une remise en état en termes d'isolation ou de rénovation des appareils de chauffage, etc., pour que l'on soit en capacité peut-être de réaliser ou de faire réaliser ces investissements par les bailleurs sociaux et du coup réduire la facture énergétique pour les occupants de ces logements. Oui, on s'y attelle parce que c'est vrai que là, on a fait un inventaire donc de tous les logements sociaux qui sont sur la commune et notamment on commence à avoir depuis quelque temps des demandes au CCAS d'administrés qui habitent les logements sociaux. Donc là, on s'est vraiment penché sur la question. Donc Madame le maire a fait donc plusieurs courriers, interpellé les bailleurs sociaux. Françoise a aussi mené une action donc depuis c'est un petit moment sur le hameau Brogilhomme pour justement faire des travaux donc sur l'isolation, pardon, excusez-moi. Sur l'isolation. Oui, ils ont commencé, ils ont changé des chaudières, ils ont changé des menuiseries, ils ont fait ils ont réhabilité des cloisons, etc. Voilà. Et donc là aussi, donc ça c'est pour le hameau Brogilhomme, et aussi on a interpellé donc un bailleur, notamment Laure a contacté, c'est le bailleur Logirem pour les résidences Les Fontaines. Oui, ce sont les programmes les plus anciens, tout simplement. Si je peux juste rajouter un point là-dessus, il est malheureusement en France impossible d'obliger quelqu'un à faire des travaux, sauf s'il y a mise en péril. Mais en termes de qualité thermique du logement, il est impossible, légalement, il n'y a rien qui fait qu'il n'y a rien de coercitif pour un propriétaire bailleur qui loue un logement complètement indécent, mais qui est inchauffable, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, on est dans un vide juridique là-dessus. Oui, merci aussi pour le rapport. Le rapport conforte. C'est dommage qu'on n'ait pas eu, je ne sais pas si celui-là rapidement, mais par exemple sur une année ou sur les 3 dernières années, combien on a eu de demandes au CCAS pour les factures? Le montant. C'est ce que vous avez présenté en CCAS, les montants. Oui. Donc sur 2014. Mais le nombre de personnes, tu ne sais pas le nombre de foyers qui ont demandé? Oui, alors. 1, 2, 3. 5, 6. Sur 2014, il y a 6 personnes, ce qui représente un total de 1015 euros à peu près. Et sur 2015, on a six... Non, je sais pas, 9 personnes à peu près, et ça représente un total de 1114 euros à peu près. C'est ce que je vous avais présenté en CCAS, je crois que c'était au mois de juin, il me semble. Et là, pour le moment, de 2016, on ne les a pas encore. Merci. On voit bien que la précarité énergétique et le nombre de foyers recoupent un peu, quand vous avez donné les pourcentages, des personnes, 500 personnes, et des personnes à revenus modestes et bas revenus. On arrive mal à voir, mais on commence avec cette étude-là, mais il faudra en faire d'autres. On a du mal à cerner la précarité. Si on compare certains chiffres qu'on a aujourd'hui, il y a le PIDEX qui a sorti une étude sociale très intéressante et qui montrait les zones de précarité, en particulier sur Fuveau.
avec des zones de précarité, alors qu'ils comptaient pas seulement la précarité énergétique, mais toute précarité, c'est-à-dire les bas revenus, les familles monoparentales, les jeunes, les personnes âgées, les mêmes. Et on a exceptionnellement à Fuveau quand même, bien que ce soit pas un village pauvre, il y a beaucoup, on a une précarité très importante, et même plus importante dans certains coins de Fuveau que dans des villes plus proches, ou des communes plus proches. Ces zones de précarité avec des revenus très bas revenus en dessous de 400 €, en dessous du RSA. On avait vu avec l'étude qu'avait fait aussi le service jeunesse, qu'il y a quand même 60 familles qui ont des enfants à l'école qui vivent avec moins de 600 €. Et ces chiffres sont confortés par des études qui ont été faites dans le Pays d'Aix sur la précarité, qui se concentrent effectivement dans l'habitat ancien, c'est-à-dire dans le centre-ville de Fuveau. Et les zones, les points noirs notés par l'étude sociale du Pays d'Aix portaient là-dessus. On a des chiffres quand même qui sont très conséquents. C'est autour de, le Pays d'Aix donnait à peu près environ 900 personnes à 1000 personnes sur Fuveau aujourd'hui, c'est une étude qui est assez récente, qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté, donc c'est un cas de précarité important, et donc la précarité pas seulement énergétique, mais toutes les autres précarités, difficultés à payer la cantine, etc., le chômage, le déplacement, j'en passe des meilleurs. On a quand même, c'est un chiffre important si on se réfère à ce qu'on voit dans nos services sociaux, au CCAS, c'est pour ça que j'ai demandé le nombre de personnes. Quand on voit le nombre de personnes qui sont en précarité énergétique sur Fuveau, vous avez soulevé potentiellement en précarité énergétique, et celles qui viennent demander une aide, c'est le jour et la nuit. C'est de la même façon sur la précarité, on en a déjà discuté en CCAS, je trouve qu'il y a un fossé énorme entre les gens qui viennent et qui se déplacent, qui viennent jusqu'au fond de la cour, qui osent pour venir demander une aide. Donc là, il y a un fossé à combler. Et il y a effectivement, je l'avais déjà dit, qu'on l'a dit en CCAS, et j'avais proposé qu'on le fasse, les CCAS ont pour obligation légale de faire une enquête de besoins sociaux. Alors ça, c'est un petit bout d'une enquête, mais j'avais proposé qu'on mette à l'ordre du jour de 2016 au CCAS l'enquête des besoins sociaux et qu'on commence par 2 thèmes, parce qu'on ne va pas tout faire d'un coup, puisque rien n'a été fait jusqu'à maintenant là-dessus, la précarité et les personnes âgées, les besoins sociaux des personnes âgées, dont beaucoup sont précaires aussi, comme on peut le démontrer, et la précarité en général. Ça veut dire une enquête de ce type-là, mais très importante, qui permette de voir, avec toutes les études statistiques qu'on a, et puis une enquête plus poussée encore auprès des travailleurs de terrain, y compris de la santé par exemple, des instituteurs, etc., et pas seulement de la BDS de Gardanne. Nous avons absolument aujourd'hui, c'est indispensable que dans l'année 2016-2017, on fasse cette étude sur la précarité et que à partir de cette étude-là, on soit capable de combler le fossé entre nos capacités d'information et d'attirer à nous ces personnes précaires pour essayer de trouver ensemble des solutions. Alors, il y a des communes qui le font plus facilement, parce qu'il y a des communes de notre taille ou un peu plus grosses qui ont des services à domicile, par exemple. C'est vrai qu'on peut aller questionner la GAFPA ou questionner, mais quand ce sont des services de la mairie, du CCAS, c'est évident que, en général, dans ces services-là, il y a des travailleurs sociaux qui sont plus facilement en relation et qui peuvent plus facilement déclencher des signalements que des associations d'aide à domicile. Ça, c'est un des moyens. Autre moyen qu'ont trouvé des communes pour rendre visible l'accès aux droits et l'information, c'est pas forcément la réunion publique, et comme vous l'avez montré, on a eu cette discussion en CCAS, les précaires n'ont pas forcément envie de venir quémander, et en même temps ne vont pas forcément être ceux qui vont venir à une réunion publique. On va plutôt avoir une réunion publique les plus informés, les plus cultivés, ceux qui ont les moyens de refaire une rénovation. Enfin bon, voilà, les bobos de l'écologie, ou entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais on n'a pas forcément le public le plus précaire qui vient à ces réunions publiques. Ça veut dire qu'il faut aller le chercher. Et aller le chercher, ça implique plus de moyens. C'est pour ça que j'avais demandé qu'on embauche, puisque un des signes d'ailleurs, alors qu'il y a de la précarité, c'est qu'on n'arrive pas à dépenser l'argent, puisque cette année au budget, on a remis l'argent qui était destiné à donner des aides sociales, on l'a remis au budget de cette année. On n'arrive même pas à donner des aides pour des gens qui en auraient pourtant besoin. Ça veut dire qu'il faut une politique de la mairie beaucoup plus offensive, pas seulement centrée sur l'information sur l'agence de l'habitat, parce que ceux qui sont précaires en habitat insalubre ou anciens, dont les bailleurs se foutent éperdument, savent très bien que c'est pas pour eux. Ils viendront pas. Et toutes ces familles qui ne peuvent pas rénover, qui vont pas aller chercher des compagnons parce qu'elles peuvent peut-être même pas aider, ces familles monoparentales qui n'ont pas le temps, ceux qui sont en dessous de 600 € par mois, il y a besoin d'autres types d'aides, entre autres, d'augmenter rapidos le nombre de logements sociaux sur Fuveau avec une construction, disons, avec une écologie thermique intéressante, et donc de vraiment
augmenter le nombre de logements sociaux très vite à la mesure de ce qui existe comme précarité sur Fugro, une famille qui ne peuvent pas continuer à vivre dans ces logements insalubres parce qu'elles ne s'en sortent pas sur le plan de la précarité. Donc je pense qu'il serait important d'augmenter les forces du CCAS et de recruter un travailleur social. J'avais fait cette proposition CCAS qui est un assistant social qui soit recruté au moins pour 1 an, au moins pour travailler avec le CCAS et démultiplier ses capacités à aller vers ces familles, à débroussailler cette enquête, à donner des informations, à la renouveler. Il y a un besoin d'information. L'information, c'est la plaquette qu'on n'a toujours pas faite, mais c'est des articles réguliers, c'est des réunions. Oui, elle est sortie dans le dernier truc, mais à disposition. Elle est à disposition. Bon, voilà. Elle ne se voit pas forcément, mais je veux dire, il y a une information beaucoup plus massive. Je pense que certaines communes, et je donnerai que Aubagne qui a eu une réussite là-dessus, alors certes c'est 3 fois le nombre de population, c'est de donner l'accès au droit en rendant visible le CCAS. Et le rendre visible, c'est effectivement ce pôle qu'on attend toujours, le pôle social, mais avoir presque un magasin en ville avec une vitrine où les gens peuvent passer, rentrer, où on fasse régulièrement des réunions, où on invite régulièrement des réunions, où les gens peuvent, à la limite, se dire, tiens, ici je trouverai peut-être une information. Voilà, ça c'est des moyens aussi, construire les logements sociaux, recruter un travailleur social, donner un local plus visible au CCAS et augmenter ses moyens pour qu'on soit capable, alors qu'on est une commune relativement riche, d'aider au moins les 1000 personnes qui sont en précarité sur notre commune. Voilà. Merci Arlette. Donc moi il y a des choses que je ne peux pas laisser dire, c'est qu'on n'a rien fait depuis X années, donc ça je ne peux pas l'entendre. Concernant les logements sociaux, on s'y emploie et notamment il y a donc vous avez posé une question orale donc à laquelle je répondrai en fin de conseil. Donc concernant les logements sociaux, donc on s'y emploie, mais malheureusement il y a des situations que l'on ne maîtrise pas et on vous l'expliquera tout à l'heure en question orale. Et concernant, donc tu donnais l'exemple d'Aubagne, moi Aubagne pour moi c'est pas un exemple parce que c'est une des communes les plus endettées donc du sud de la France, donc moi j'ai du mal un peu avec cet exemple-là. Concernant la communication, donc on a fait une communication plaquette sur le journal municipal. Les plaquettes sont qu'on a travaillé en CCAS avec les membres du CCAS, je tiens à le dire, sont à disposition du public. Voilà, donc. Pardon ? Oui, c'est vrai. Oui, la plaquette, quand on a commencé à y travailler, tu n'étais pas encore au conseil. Vous voulez rajouter quelque chose, Françoise ? Voilà. Et je voulais remercier Laure. Donc, savoir que c'est une étude que l'on a commandée depuis fin 2014. Et je vous remercie. Et puis de toute façon, après les pistes de réflexion seront donc analysées en CCAS, en concertation, en toute transparence. Et voilà, donc je voulais vous remercier. Merci pour votre attention. S'il vous plaît, je voudrais juste dire que d'abord merci aussi pour la présentation et que effectivement on ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais ce n'est pas non plus ce que Arlette a exprimé. Et puis ce qu'on pourrait peut-être conclure, c'est que malgré tout ce qui a été fait, on se rend compte que malgré tout ça, le maximum de personnes qui sont en situation précaire ne sont pas venues et ne sont pas pris en compte. Il y a 6 et 9 personnes pour la précarité énergétique. Au CCAS, que les personnes célibataires. D'accord ? Donc toutes les familles en précarité, je les envoie vers les assistantes sociales qui sont là pour ça et pour monter les fonds sociaux à énergie. Donc la plupart du public famille est dirigé vers la maison de la solidarité à Gardanne. Voilà. Donc moi je reçois très peu de monde parce que c'est pas le public principal que j'ai, et moi je les fais en aide facultative, ceux qui n'arrivent pas à, disons, payer la part qu'il faut pour le fonds social, puisqu'il faut 20% de la facture pour qu'on accorde une aide au conseil départemental. Ok. Je peux permettre aussi, il y a certaines quittances qui sont payées par les associations, Secours Populaire,
Voilà. Il y a des aides qui sont payées directement par le Secours populaire et non pas les républicains, le Secours catholique. Donc je voulais mettre quand même un petit aparté parce que je ne reçois pas tout FUVO. Je reçois que, disons, le public célibataire. Je ne parle pas longtemps, merci Agnès, c'est ce que je voulais dire, c'est que assez de vous prendre tout le temps comme cible en disant, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que rien n'a été fait, j'ai dit que ce qui est fait n'est pas à la hauteur de la précarité qui existe sur FUVO, point. Et qu'on a les moyens de faire un peu plus. On en rediscutera en CCS. On a les moyens, je dis, d'embaucher au moins pour un an, on avait l'argent. Un travailleur social, ça me semble indispensable. On a les moyens de faire un local rapidement qui soit un peu plus spacieux, où on puisse accueillir des permanences, c'est-à-dire c'est à l'ordre du jour, où les gens puissent rentrer plus facilement, où on fasse des réunions sans arrêt, où on ait des permanences de divers services sociaux. Je pense qu'il faut renforcer les moyens. C'est pas que vous faites rien. Enfin, je veux dire, il faut arrêter avec ça. C'est un délire. Mais enfin, Jackie, tu sais très bien que j'ai jamais dit ça. Et que tu te déchaînes depuis des années pour faire... Mais tu fais ce que tu peux. Or, une commune, elle est pas là pour faire ce qu'elle peut. Elle est là pour faire étudier, elle ne peut pas faire plus pour répondre aux besoins de ses administrés qui sont en précarité. C'est tout ce que je voulais dire. On en parlera aussi. Bien, merci beaucoup. On va libérer Laure qu'on a fait travailler longtemps. On la remercie. Merci beaucoup. Merci à Jackie aussi qui a pris du temps pour venir et à Lydia qui sont venus là. Et puis tous les membres du CCAS, je vois qu'il y a Madame Manueli, etc. Ben, merci beaucoup d'avoir été là parce que c'est toujours intéressant. Et puis